bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau vlog en mode lumière artificielle encore une fois. Parce que c'est l'automne et depuis ce matin, c'est l'hiver. Mais là, il en reste presque plus. Là, mais on a eu notre première neige ce matin puis j'étais vraiment excitée comme une gamine. J'adore la neige, je suis une fille d'hiver et je l'assume. Malheureusement, on voit encore le gazon, donc ça a fondu depuis. Mais bon, c'est pas grave. J'ai eu un petit moment de bonheur ce matin quand même. Alors, j'ouvre avec vous cette toute nouvelle semaine livresque. Avec quoi au menu? Ben écoutez, il y a l'Halloween. Je suis moins Halloween, je suis moins une fille de trucs qui font peur ou de trucs grinçants. Mais je me suis dit que peut-être que je pouvais tenter le coup, essayer d'arrimer un peu quelques lectures par rapport à cet événement-là. Puis pour la suite, ben, on verra bien pour la semaine. Mais j'avais justement eu à la bibliothèque il n'y a pas longtemps en réservation le premier tome d'une adaptation en BD d'un roman d'une série jeunesse d'Anthony Horowitz qui est L'île du crâne. Et donc, c'était la série ici. Je m'excuse, je vais essayer de... Voilà. Donc, voilà, c'était cette BD-ci, donc L'île du crâne, selon Anthony Horowitz. Et c'est adapté par Max Lermenier et Clément Lefebvre. Et c'est chez Jungle. Donc, c'est le tome 1, Gresham Grange. Et je vous en avais parlé quand je l'ai reçu, mais si vous voulez, je vais quand même vous relire la quatrième de couverture, comme ça, vous allez avoir un petit rappel sur de quoi ça parle, en fait, cette BD-là. Alors, c'est parti. David Elliott s'est fait renvoyer du prestigieux collège où ses ancêtres ont tous étudié. Pour le punir, ses parents décident de l'envoyer à Gresham Grange, un établissement réputé pour sa discipline de fer. Mais ni eux ni David ne réalisent véritablement où il va mettre les pieds. Ses nouveaux camarades, Jill et Jeffrey, en font la découverte en même temps que lui. Dans cet incroyable château perdu sur l'île du crâne, les professeurs sont tous plus étranges les uns que les autres, tandis que les élèves se comportent tous de façon inhabituelle. Gresham Grange cache un terrible secret que David et ses amis sont déterminés à découvrir. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise. Alors voilà, ça donne envie. Fait que je me suis dit que peut-être que je pourrais soit le lire ce soir en préparation de l'Halloween ou demain soir parce que finalement, je pense que cette année, on ne donnera pas des bonbons aux jeunes. Fait que peut-être qu'il va falloir qu'on se taire dans notre maison dans le noir parce que sinon, on ne peut pas donner des faux espoirs aux jeunes braves qui vont passer l'Halloween. Mais peut-être que je pourrais peut-être découvrir celle-ci soit ce soir ou demain. Donc voilà. Et sinon, je me suis dit que peut-être qu'en l'honneur de l'Halloween, je pourrais d'ailleurs écouter en livre audio un Neil Gaiman, parce que tu sais, Neil Gaiman, premièrement. Deuxièmement, Neil Gaiman, Halloween. Voilà. Alors, écoutez, je pense que je vais peut-être en choquer quelques-uns, mais j'ai pensé de découvrir Coraline, parce que j'ai jamais lu ni vu l'adaptation de film de Coraline, donc oui, ça se peut, n'est-ce pas? Alors, je vais peut-être lire Coraline en me disant que c'est une courte lecture. Je vais pouvoir sans doute le lire en grande partie pendant mes déplacements en livre audio, puis peut-être le terminer demain soir et tout ça. Donc, peut-être que ça qui pourrait être au menu. Je n'ai pas dans ma pile à lire, mais pourquoi pas. Si j'aime bien, peut-être que je pourrais me le procurer en adaptation, en version, illustrée par Chris Riddle, comme j'ai déjà pour Neverwhere. Donc, ben voilà. C'est comme ça que la semaine se lance, sans trop d'attente, mais avec quand même quelques petites pistes potentielles de bonheur livresque. Alors, sans plus tarder, allez, on va se lancer! Bonjour, alors bienvenue dans cette savoureuse studio mobile. Et oui, c'est l'heure du petit récapitulatif du midi. Alors, je voulais tout d'abord vous parler de ma lecture d'Halloween que j'ai choisie et lue. Et ma foi, c'est un coup de cœur. Alors, j'ai vraiment décidé d'oser le fameux Coraline de Neil Gaiman. J'en avais parlé au début du vlog et j'ai pas regretté mon choix du tout. Je vais juste pour rappel vous rappeler un petit peu l'histoire de Coraline, en anglais Coraline, parce que c'est important quand même, parce que en anglais, il y a pas mal de jeux de mots sur le fait que la jeune fille se fait appeler Caroline et non pas Coraline, donc Caroline plutôt que Coraline. Mais remarquez qu'en français, ça marche aussi. Alors, oubliez ça. Donc, on s'y organise,
focus. Pour rappel, donc, l'histoire de Coraline, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a déménagé avec ses parents dans un appartement. Et ses parents travaillent à la maison, mais sont toujours très occupés. Donc, ils n'ont pas toujours beaucoup de temps pour elle. Puis, c'est une jeune fille qui a quand même un bel imaginaire, qui a plein de ressources, mais elle a l'impression que ses parents ne s'occupent pas nécessairement d'elle ou que c'est pas nécessairement quelque chose, qu'ils ne sont pas vraiment là pour elle et tout ça. Et puis, un jour, elle découvre qu'il y a une porte qui a l'air de donner sur un mur, donc sur rien dans la maison. Sa mère lui explique c'est qu'avant, l'appartement était une seule pièce, puis là, ça a été divisé et tout ça. Et dans un concours de circonstances, Coraline va finir par parvenir à traverser cette porte et se retrouver dans un monde, ma foi, très glauque et inquiétant. Un monde qui, on dirait, à première vue, est un peu l'envers de celui dans lequel elle vit. Donc, c'est un monde qui ressemble presque en tout point à sa maison. Et il y a même ses parents qui sont en fait ses autres parents. La seule différence qu'il y a entre ces parents-là puis ses parents réguliers, c'est que visiblement, ils ont des boutons à la place des yeux. Boutons dans le sens bouton de chemise, là, pas bouton de... Donc, voilà. Alors, ça va être l'aventure de Coraline qui va s'immiscer dans ce monde-là un peu par hasard et qui va potentiellement finir par être un peu comme envoûtée malgré elle dans cette situation-là. Et ça va finir en fait par impliquer beaucoup les gens qu'elle aime. Donc, je ne vais pas en dire trop pour ceux qui n'ont jamais lu l'histoire de Coraline ou même vu l'adaptation de Coraline par Tim Burton, mais parce que ça vaut vraiment la peine d'être découvert. Alors, pourquoi c'est une lecture d'Halloween? Parce que c'est vraiment, mais vraiment grinçant. Je suis contente de l'avoir lu à cet âge-ci. Je pense que étant quelqu'un qui était très une éponge puis super sensible quand j'étais plus petite, puis maintenant encore, si j'avais lu ça à l'époque, le principe de l'envers d'un monde avec des parents bis qui semblent peut-être potentiellement à la dérive, je pense que ça m'aurait vraiment effrayée. Donc, le côté effrayant est un peu dans le côté justement grinçant, inexpliqué, sombre, rampant. On est vraiment dans une ambiance comme ça. Et c'est surtout que ça joue dans la tête parce qu'on ne sait jamais trop est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce qu'elle va réussir à se sortir de la plus récente entrave qui a croisé son chemin et qu'est-ce qui va se passer avec les gens qu'elle aime et tout ça. C'est tellement bien fait, c'est un coup de cœur total. Et à date, en tout cas, je pense pas de mémoire que j'ai des Neil Gaiman qui sont pas des coups de cœur, mais à chaque fois je me dis, peut-être que cela, ça va moins le faire, mais finalement, absolument pas, ça plume me convient parfaitement. Et ce qui est particulier, c'est que c'est pas mon genre absolument de lecture. Donc là, je suis vraiment sortie de ma zone de confort parce que c'était l'Halloween. Ça dit que Neil Gaiman, ça peut être mon genre, mais absolument, il est un petit peu plus... en tout cas, ceux que j'ai lus, par exemple, The Graveyard Book, donc c'est l'étrange vie de Nobody Owens, je pense. Oui, c'était un peu glauque, mais en même temps, on était plus comme dans le fantastique. Pardon, on était moins dans l'inquiétant. Celui-là, on est vraiment dans l'inquiétant. On n'est pas dans le sanguinolent, on n'est pas dans le violent, mais on est vraiment dans l'inquiétant, dans le effroi, dans la terreur pure. Puis l'héroïne, c'est une jeune fille. C'est vraiment, vraiment particulier. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Je vous le conseille absolument. Moi, je l'ai lu en langue originale parce que j'avais accès à la version audio. Et d'ailleurs, si jamais vous avez l'opportunité, vous connaissez l'anglais assez ou que vous voulez tenter le coup pour une fois, encore une fois, de lire en anglais avec ce titre-là, le livre audio de Coraline, en anglais, en fait, il est lu par Neil Gaiman lui-même et c'est un narrateur fou de la mort. C'est vraiment un excellent narrateur. Vous allez me dire, ce sont ses mots, mais c'est vraiment pas tous les auteurs qui sont des bons narrateurs. Il est excellent. Ça contribuait vraiment, en fait, à ce qu'on ça puisse faire rayonner son texte et tout ça. Donc, j'ai vraiment adoré ça. Et pourtant, il y a quand même des bouts où je me disais, oh mon Dieu, je vais peut-être pas lire ça avant de me coucher parce que je suis encore sensible à ça. Donc, c'est quand même pas pour les âmes sensibles. Puis pour c'est souvent présenté dans la section jeunesse, cette série-là Coraline, parce que c'est une jeune fille qui a, je pense que peut-être 8-9 ans, ou je ne sais pas trop quel âge elle a, qui est l'héroïne. Mais attention quand même, là, si vous avez des enfants, attention parce que ça peut vraiment marquer l'imaginaire. Même si on ne voit pas, comme là, j'ai même pas vu l'adaptation de Tim Burton, mais même si on ne le voit pas en film, c'est tellement imagé, c'est tellement un roman d'ambiance, puis c'est tellement là que se situe en fait le côté épeurant, que je pense que pour un enfant impressionnable, ça peut peut-être
vous garantir des semaines de cauchemars. Donc, mais c'est pas que c'est sanguinolent, là, je le répète, là, c'est pas ça du tout, mais ça joue dans la tête. Là, donc, vraiment, une lecture sublime, sublime. Je suis super contente. Et là, comme j'étais un peu sortie de ma zone de confort habituelle, bon, OK, vous allez me dire c'est Neil Gaiman, mais c'était un niveau d'effroi que habituellement, je vais peut-être tenter. Là, je l'ai tenté parce que c'est Neil Gaiman, puis il y a une plume qui est vraiment excellente. Habituellement, ses constructions de personnages sont parfaites. C'est encore le cas ici. La structure est toujours intéressante, est toujours originale. Donc, c'est pour ça que j'ai osé sortir de ma zone de confort parce que j'avais d'autres repères qui, pour moi, étaient des repères connus, entre guillemets, que je savais que j'allais pouvoir apprécier ou j'allais pouvoir m'appuyer là-dessus. Mais je me suis dit, pourquoi pas sortir un peu de la zone de confort cette semaine? Pourquoi pas faire un vlog? Sortons de notre zone de confort. Bien sûr, dans les limites de, de mon état de disponibilité mentale et de sécurité et de sensibilité. Alors, j'ai décidé, écoutez, absolument, quand j'ai terminé un livre audio, il y a toujours l'espèce de période où je tergiverse puis je commence plein de livres audio. Puis j'avais accès à un livre en version audio en anglais, un livre qui va paraître tout juste au Québec le 7 novembre, justement. Ça s'appelle La librairie Morizaki de, je me souviens plus c'est quoi le prénom, mais le nom de famille de l'auteur ou de l'auteurice, c'est Yagizawa, je crois. Donc, je vais vous mettre la vignette de la version française qui va paraître tout bientôt. Mais comme c'est traduit du japonais, j'ai décidé de... je l'avais en version traduite en anglais, donc c'est une traduction de toute façon. Donc, traduction pour traduction, ça ne faisait pas de différence pour moi. Donc, j'ai décidé de me lancer là-dedans. Et là, vous allez me dire, eh bien là, Marie-Soleil, librairie, livre. Bon, OK, ça, c'est la partie connue, confort. Ma partie sortir de ma zone de confort, c'est la littérature japonaise. Je vous l'ai dit dans les précédents vlogs parce que j'ai finalement acheté un livre de Aki Shimazaki. Aki Shimazaki? Oui. En me disant peut-être que c'est ma porte d'entrée vers la littérature japonaise. La littérature japonaise, pour moi, ça me déstabilise. J'apprécie, mais j'ai pas encore trouvé mes marques dans cette littérature-là. Donc, déjà en partant, ça me sort un peu de ma zone de confort. Deuxièmement, ça semble être un feel-good roman, comme j'en ai déjà lu, par exemple, La Bibliothèque des rêves secrets. Donc, un peu le côté roman bienveillant, philosophico-bienveillant. Des fois, pour moi, quand c'est trop ronflant de bienveillance, ça me déstabilise dans le sens où ça m'interpelle moins. Mais là, dans le fond, dans celui-là, j'ai décidé de tenter le coup. Pourquoi pas? Donc, on est vraiment cette fois-ci, on est dans une jeune femme qui s'appelle Takako, qui habite à Tokyo, qui travaille tout ça. Et ça fait quelques années qu'elle est en couple avec un jeune homme qui s'appelle, je pense que c'est Hideaki, mais je ne suis pas certaine. Et du jour au lendemain, le fameux Hideaki, quelle joie, lui annonce qu'il va se marier, mais pas avec elle. Donc, ça lui crée tout un choc et elle se désorganise complètement. C'est une jeune femme dans la vingtaine. Elle est complètement désorganisée. Ça fait chuter tous ses repères dans sa vie. Puis, elle tombe un peu comme en dépression. Et au creux de cette vague-là, elle va recevoir un appel d'un de ses oncles qu'elle n'a pas vu depuis genre 15 ans. Puis, c'est un de ses oncles un peu excentrique, dont la famille s'est un petit peu séparée en disant... Bon, ben, on l'aime bien, mais il fait toujours des choses. C'est quelqu'un qui, justement, qui n'est pas dans la réserve, qu'on pourrait peut-être un peu associer parfois à la culture japonaise. Donc, il va pas mal dire qu'est-ce qu'il pense. Il va pas nécessairement se retenir de, justement, dire ce qu'il pense. C'est quelqu'un de très expressif et tout ça. Puis qui a pas, comme, je pense que sa femme l'a quitté à un moment donné, puis il a chaviré, mais il s'est relevé et tout. Donc, c'est vraiment pas typique. Donc, c'est son oncle qui l'appelle et qui dit ben salut, j'ai pas vu tes nouvelles. Il paraît que tu n'as plus ton emploi parce que oui, Takako a fini par décider de remettre sa démission parce que la personne avec qui elle sortait travaillait avec elle. Donc, vous voyez ce que je veux dire. La grande crise du début de la vingtaine, du premier amour et tout ça. Et il dit, ben là, je pense que tu n'as pas d'emploi. Moi, je te suggère que tu viennes m'aider à la librairie que j'ai. C'est une librairie de livres d'occasion. Pour m'aider un petit peu pour t'occuper de la librairie quand le matin j'ai des occupations et tout ça. Puis tu pourrais habiter au-dessus de la librairie, il y a un appartement. Puis de toute façon, il y a une maison ailleurs. Donc, il l'invite à faire ça. Bon, écoutez, le Takako est un peu dans le mode politesse. Elle se dit, ça doit être ma mère encore qui a demandé à mon oncle de m'appeler pour me donner une solution. Elle n'est pas sûre qu'elle veut vraiment comme devenir dépendante de quelqu'un parce que dans le fond, là, elle aurait pu son logement à Tokyo. Puis... mais elle décide d'y aller quand même. Donc, par la suite, ils disent pas plus que ça. Genre, j'imagine, ça semble être un roman un peu de quête d'identité, un peu de croissance personnelle bienveillante.
Mais comme ça se passe dans une librairie, je me suis dit pourquoi pas. Je vous dirais que ce matin, je me suis retenue à quatre mains pour ne pas l'arrêter parce que les deux premiers chapitres qui sont la mise en contexte rapide de ce qui a fait chuter le personnage principal qui fait en sorte qu'elle va se ramasser dans la librairie, donc le fameux amour déçu et tout ça. Bon, écoutez, je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas vraiment mon genre. Là. Je me dis, on est vraiment dans le côté un petit peu plus en surface que j'aime moins. Mais j'ai décidé de poursuivre mon chemin. C'est un court livre audio parce que comme beaucoup de romans en tout cas que j'ai vus dans la littérature japonaise comme ça, de ce type-là, donc de vraiment feel-good, bienveillant, philosophico-croissance personnelle, disons quelque chose comme ça. Souvent, c'est quand même des petites plaquettes, c'est peut-être 200 pages, quelque chose comme ça. Donc, comme les cours, je vais le poursuivre parce que j'ai décidé que ce serait la semaine où je me sors de ma zone. On ne sait jamais, peut-être que celui-là, ça va le faire finalement, malgré un début qui n'est pas super prometteur pour moi, mais j'ai le goût de m'accrocher. Alors, voilà où j'en suis dans mes lectures en cours et terminées, et coup de cœur et tout ça. Puis, ben, je vais vous reprendre dès que je peux parce que ben, mon repas s'achève. Et puis, ben voilà, on se dit à tout de suite. Même si je la place un petit peu en dessous de celle d'avant, sort le tome 3 des Sœurs Aliénées. Je crois que c'est le tome 3. Ah oui, j'ai un peu de tome de retard en fait, c'est le tome 5. Donc moi j'ai lu 1, 2, 3, par contre j'ai pas lu le 4. J'avais eu... Ensuite, nous avons pris toutes les trois ensemble La folie de Johanna Gustafsson. Du coup, moi, c'est. On t'entend et on te voit pas. Du coup, ça c'est mon premier Johanna Gustafsson. Les filles ont déjà lu L'île de Yule et ont beaucoup aimé. En plus, on l'a écouté en conférence, on a écouté quasiment presque tous les autres en conférence. Il y avait Christelle Duchamp, Johanna Gustafsson, Barbara Abel, Amélie Antoine et Sophie Hubert. J'ai toujours eu l'impression que c'est Sophie Hubert. Quand j'ai touché l'enveloppe, je pensais qu'il y en avait deux. Il y en a qu'un seul. C'est Une chose à cacher d'Elisabeth Georges chez Bouquet. C'est un livre chez Bouquet et il fait 163 pages. Et donc, c'est un livre qui sort en poche, qui est sorti en page le 19 octobre. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Alors, bien le bonjour en ce samedi hyper ensoleillé. Alors, on va en profiter. C'est juste que ça se pourrait que la luminosité dans mon visage change, mais j'essaie de contrôler le tout avec des petits outils techno. Alors, on part. Tout d'abord parce que j'ai terminé tout juste mon deuxième livre audio de la semaine, c'est-à-dire Days at the Morizaki Bookshop, donc la librairie Morizaki. Je me souviens jamais de l'auteur, mais je vais vous mettre la vignette. Et écoutez, je me suis accrochée, je pense que j'ai bien fait. J'ai bien aimé ça. C'est pas un coup de cœur, ça m'a quand même donné encore un petit peu le feeling de ce que j'avais un petit peu ressenti quand j'avais lu La Bibliothèque des rêves secrets. C'est-à-dire que c'est un roman philosophico-bienveillant. Un roman un peu initiatique aussi, où les personnages sont en quête d'identité, en quête d'essentiel. Donc, on ne peut pas être contre la vertu, c'est chouette, c'est sympathique. J'ai vraiment surtout beaucoup aimé le développement des personnages. Si le personnage principal de Tatako m'a moins interpellée, les autres personnages qui tournent autour secondaires, donc l'oncle de Tatako, la tante potentiellement, je ne vais pas trop vous divulgacher, mais ainsi que différentes personnes que Tatako va rencontrer dans l'univers un peu de la librairie Morizaki, donc un café qui est tout près et tout ça. Ces personnages-là, je trouve qu'ils sont super bien développés. On n'apprend pas tout sur eux, mais ils sont bien incarnés, on y croit. Donc ça, j'ai trouvé ça super chouette. Je pense que c'est juste parce que l'héroïne principale m'a un petit peu énervée, mais en même temps, bon, elle est dans le milieu de la vingtaine, puis on dirait qu'elle se cherche beaucoup, puis ça me donnait un peu l'impression que c'était un petit peu une géniarde, mais avec un bon cœur, mais une géniarde quand même. Mais c'est peut-être juste ma perception qui était un peu biaisée, je sais pas trop. Mais bref, j'ai bien aimé ça. La plume un peu surprise dans le sens où, au départ, on s'enlignait, comme je vous disais, sur quelque chose de très
bon, la prémisse là, de la grande peine d'amour, je trouvais que c'était un petit peu trop souligné à grands traits. Après ça, ben, on reste quand même dans, je dirais, des archétypes un peu des grandes histoires bienveillantes, dans le sens que c'est sûr que les gens vont vivre des choses pas nécessairement évidentes. Puis là, je parle pas juste de rupture, et que ça va être de surtout les voir évoluer sur comment ils sont capables de rebondir et de peut-être tirer un peu le mieux la situation dans les circonstances. Donc, ma foi, hors de ma zone de confort, en effet. Donc, mais encore une fois, une bonne lecture. Si jamais ça vous dit de tenter le coup, quand ça sortira en français, c'était tout bientôt. Je me semble que c'était comme 5 novembre, ou c'est peut-être déjà sorti en librairie, je me souviens plus trop, mais il me semble que c'était tout prêt. Mais pourquoi pas, dans le fond, vous pouvez peut-être le tenter. Je sais pas si c'est vraiment la plume la plus habile, mais c'est assez typique, je dirais, des romans bienveillants de littérature japonaise que j'ai eu l'opportunité de découvrir jusqu'à maintenant, qui sont peut-être un peu formatés aussi, puis c'est correct, c'est peut-être tout à fait prévu. Mais pour celui-là, je dirais que dans la dernière tiers, j'étais quand même bien remuée quand même. Donc ça, c'est un peu moins courant de mon côté. Donc je dirais que celui-là, il est comme une coche en haut des autres exemples que j'avais lus. Donc, pas encore ça pour la littérature japonaise pour moi, mais pourquoi pas? Une fois de temps en temps, ce genre de roman bienveillant-là, c'est inspirant. Puis en effet, le fait que ça se déroule dans une librairie, que c'est surtout que la lecture et les livres ont une place centrale dans l'histoire, c'est sûr que ça m'a quand même plu. Donc, ben voilà. Sinon, je suis revenue à la maison parce que c'est mon congé et j'ai rapporté des petits trucs de la bibliothèque. Tout d'abord, c'est parce que je suis en train de regarder à rebours les vlogs de Steph de Pikiti, donc Pikiti Bookin sur YouTube, et que dans un des vlogs que j'ai vu, mais ça date, c'est pas récent, là, donc si vous le cherchez récemment, j'ai vu qu'elle parlait de la série Colossale. Oups, bon, je pense que je vais le mettre ici. Donc, la série Colossale, ici, c'est chez Jungle, où je peux le mettre ici, ici. C'est chez Jungle et c'est écrit par Rutil et Diane Truc. Elle en avait parlé, puis ça m'a vraiment intrigué. C'est assez atypique. Puis je pense que je vais vous lire la quatrième de couverture pour que ça vous donne une idée. Parce que comme je ne connais pas encore vraiment l'histoire, je ne serais pas vraiment en mesure de vous la résumer autrement. Alors, Jade, fille d'une famille aristocratique, est obligée de suivre le plan de vie que lui imposent ses parents. Entre ses études dans un prestigieux lycée et sa participation à de luxueuses soirées mondaines, tout est fait pour qu'elle trouve le galant idéal et sauve sa famille de la ruine. Seul problème, Jade n'a qu'une obsession, la musculation. Une passion qu'elle tente de cacher à tout prix. Donc, comme disait Steph de Pikiti, c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans le milieu bourgeois. Puis c'est atypique, en fait, quand même, un intérêt pour la musculation par une fille. Je trouve ça super intéressant. Donc, je vais vous montrer peut-être quelques planches pour que ça vous donne une idée. Ça a l'air assez épuré. Puis je me disais, pourquoi pas, je trouvais ça super intéressant comme prémisse. Donc, on les avait à la bibliothèque, donc j'ai pris le tome 1 pour voir si ça me plaisait, mais sinon, on a les autres de toute façon. Ensuite, je suis tombée par hasard, oui, au hasard des rayonnages, sur un auteur que je connaissais pas. Puis là, je sais pas si c'est Jean ou Jean. Très bonne question. C'est peut-être Jean. Oui, je pense que c'est Jean. Donc, c'est l'auteur Jean Arabat ou Arabat. Là, c'est publié chez Largo. Puis, j'ai comme pris 2 de ses opus parce que je trouvais que ça avait vraiment l'air intéressant. Tout d'abord, celui qui m'a attiré, si ça serait sans surprise pour vous, c'est le Detection Club de Jean Arabat. Alors, qui semble reprendre les prémices de And Then There Were None de Agatha Christie. Je vous relis la 4e. Sur une île en Cornouailles dans les années 1930. Agatha Christie et la fine fleur des romanciers à énigmes sont invités chez un milliardaire excentrique. Celui-ci a mis au point un automate capable de dévoiler le coupable de leur roman. Mais quand le nabab est assassiné, qui mènera l'enquête? Donc, ici, ce qu'on dit, c'est que Jean Arabat revisite le genre policier avec humour et tout ça. Donc, déjà en partant, la couverture, ça vous dit quelque chose. Je vais vous montrer quelques planches. Donc, un principe de huis clos, mais en fait, vraiment, parce qu'il y avait vraiment un club des auteurs, des autrices ou des auteurs de romans policiers au début du 20e, dont Agatha Christie faisait partie. Donc, c'est quand même intéressant. Je vais vous montrer. Hop. Et voilà. Et donc, ça, c'était le premier opus que j'ai vu qui me tentait bien. Puis sinon, l'autre, ben, il était à côté, puis je me suis dit, ah, ben, pourquoi pas? C'est tout à fait mon genre. Alors,
Ici, c'est Opération... Je pense que celle-là est venue en premier. Donc, c'est Opération Copperhead, encore une fois, de Jean Arabat. Celui-là, il semble être écrit, une bande dessinée écrite et réalisée par Jean Arabat avec David Niven, Peter Ustinov, Verica Exon, Winston Churchill, Clifton James et Dudley Clark. Je sais, j'imagine que c'est ironique, mais bon, je vais vous lire la quatrième. Copperhead, c'est le secret, c'est le théâtre, c'est l'aventure. Il y a même une pincée d'amour. Copperhead, c'est une histoire rocambolesque du contre-espionnage britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc déjà, en partant, ça m'intéressait énormément. Moi, espionnage britannique, Seconde Guerre mondiale, c'est des mots-clés quand même qui, habituellement, titillent ma curiosité. Et puis là, ben, comme ça semble être une BD qui se prend pas nécessairement au sérieux, je trouvais ça quand même intéressant. Donc, une planche, puis sans doute une autre un peu plus loin. Je ne vais pas non plus trop divulgacher. Et voilà. Donc, écoutez, je ne le connaissais pas du tout. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais moi, je ne le connaissais pas du tout. J'étais super en retard, puis tout le monde sait c'est quoi. Mais bon, j'ai ramassé ça. Et sinon, dans mon autre bibliothèque, parce que oui, je collectionne les bibliothèques, j'ai fait un petit arrêt pour remprunter, en fait, le dernier quai. Je ne ferai pas un résumé là, parce que j'en ai déjà parlé dans les vlogs précédents. C'est simplement que j'avais pas eu le temps de lire le livre qui était réservé, donc je l'ai rapporté. Je l'avais emprunté en numérique, mais j'aimerais mieux le lire en papier. Donc, j'ai remprunté le livre tout simplement. Puis, quand je le lirai, je vous en parlerai. Mais juste pour vous donner une petite idée, on est vraiment ici dans la transition entre la vie et la mort, un peu comme une personnification un petit peu des limbes. Donc, d'où le dernier quai. Donc, on verra. Et ensuite, mais j'avais demandé ce livre et je suis bien contente de l'avoir. C'est ici un album jeunesse. Un album jeunesse ou un album pour les grands, en fait, de Baptiste Beaulieu. Donc, c'est Les gens sont beaux. Les gens sont beaux de Baptiste Beaulieu. Et c'est l'illustration de Kin Leng que j'adore absolument, que j'ai plus connu chez La Pastexie au Québec. Et c'est publié chez Les Arènes. Et Baptiste Beaulieu, c'est un auteur qui est un médecin également et qui est écrivain. Puis ça dit ici que Les gens sont beaux est son premier album jeunesse. Et ce que ça dit à l'arrière, c'est un extrait en fait de l'album. C'est « Je vais te confier un secret. Un être humain, c'est une histoire. Et quand tu connais cette histoire, ça change tout. » Ça donnait vraiment envie de le découvrir. J'en avais entendu parler aussi sur les réseaux. Je pense que dans mon cercle de booktubers que je suis, quelques-unes l'avaient reçu. Je ne me souviens plus qui. Mais je pense qu'on suit différents personnages dans un village. Parce que ce que je peux voir, c'est qu'il semble avoir comme des genres de chapitres, comme par exemple ici, Hakim. Comme si on faisait un peu des portraits de gens. Marilyn. Alors voilà, donc ça me tente bien. Et sinon, je voulais faire un petit truc avec vous parce que à une bibliothèque pour l'Halloween, en fait, on faisait un truc bon, qui n'est pas nouveau, là, que beaucoup de bibliothèques font, mais que des librairies font exactement. Donc, c'était un livre mystère, donc rendez-vous avec un livre à l'aveugle. Et puis là, ben, il en restait, puis je me suis dit, j'étais intriguée moi aussi. J'ai dit, ah, ben, je vais jouer le jeu également. Donc, j'en ai choisi un ici et je vais déballer avec vous. J'ai aucune idée ce que c'est, puis j'ai aucune idée si ça va me plaire ou pas. Alors, ce que j'ai ici comme mots-clés, c'est que c'est de la fiction pour adultes. Les mots-clés sont psychologie, musée et peinture. J'ai une petite idée potentielle dans ma tête de ce que ça pourrait être. Si c'est le cas, ce serait encore quelque chose qui me sortirait de ma zone de confort. Mais déjà, psychologie, musée, peinture, ça me sortirait de ma zone de confort. Donc, ben pas psycho, mais musée, peinture. Donc, on y va. On déballe ça. Parce que, tu sais, c'est fun. Moi, j'aime ça. Puis là, je les ai laissés pour les usagers. Mais là, on a terminé, donc... c'est très drôle, ça. J'avais deux choix dans ma tête. Je pensais que c'était peut-être l'espèce de le petit opuscule de Lola Lafont. Je pense que c'était Une nuit au musée. C'était dans le musée d'Anne Frank, je me souviens plus. Ou David Fuenquinos vers la beauté. Puis c'est David Fuenquinos vers la beauté. Donc, j'aime beaucoup David Fuenquinos. J'ai déjà commencé vers la beauté en livre audio. Puis je ne l'avais pas terminé. J'avais comme un peu décroché en plein milieu. Mais, en fait, je suis en train de me demander si je l'avais terminé ou pas, mais je pense pas. Je me souviens plus. Et je vais vérifier. Si je ne l'ai pas terminé, je vous promets que je vais le retenter parce que là, c'est un signe. Parce que j'aime beaucoup la plume de David Fuenquinos. C'est juste que je trouvais que ça commençait vraiment tranquillement et tout ça. Puis il me semble que j'avais quand même fait un bon bout. Puis que j'avais abandonné, mais ça n'avait pas juste lu quelques pages, là. Donc, ben voilà. C'est la petite surprise. Super chouette.
Donc, en effet, musée, peinture, psychologie, du début que j'avais lu dans Vers la beauté, ça semblait s'aligner comme ça. Donc, excellent mot-clé, équipe de feu. Alors voilà, donc ça conclut ma petite intervention du samedi. Et je vais maintenant me diriger vers la suite de ma journée. Et puis, ben, je vais reprendre dès que je peux. Et bonjour! Alors, nous revoici en ce lundi très ensoleillé. Alors, on en profite pendant que ça passe. Comme vous avez pu voir, on a reculé l'heure en fin de semaine. Et si pour certains, ça peut être chouette, dans mon cas, ben en fait, ça a été chouette. C'est juste que je continue à me réveiller à la même heure, donc à 5 heures comme un enfant. Parce que techniquement, il est 6 heures, c'est l'heure à laquelle je pars travailler habituellement. Donc, ça va s'ajuster au cours de la semaine. Tout ce que ça fait, c'est que je m'endors vraiment tôt le soir. Alors, je voulais surtout vous parler pour vous faire un petit retour sur la lecture que j'ai décidé de faire. Donc, on continue avec le vlog Sortir de ma zone de confort. C'est-à-dire que j'ai décidé de me replonger dans le fameux Vers la beauté que j'ai eu en livre mystère à la bibliothèque. Bon, je vais essayer de trouver une place. Ah, ici c'est mieux. Donc, Vers la beauté de David Fuenkinos, que j'ai eu en livre mystère à la bibliothèque. Donc, je me suis dit que ça faisait partie aussi de l'exercice de sortir de sa zone de confort. J'avais été un peu déstabilisée par le rythme du roman au départ quand j'avais commencé, par les sujets aussi. Ça parle vraiment d'art visuel. C'est moins des choses que je connais, donc j'étais un peu désarçonnée. Mais je n'étais pas allée si loin que ça, finalement. Je pense que j'étais peut-être allée jusqu'à la page 30 ou 35, donc sur un total de 220 pages. Alors, ben, c'est ça, dans le fond, j'avais pas avancé tant que ça. Puis là, j'essaie de voir où je suis rendue. Je me souviens pas. C'est pas grave. Alors, je vais quand même vous lire la quatrième de couverture pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, parce que je vous ai dit, j'avais déjà commencé, mais je ne vous ai pas vraiment mis en contexte parce que je ne savais pas si j'allais oser poursuivre ma sortie de zone de confort pour le vlog, mais oui, j'ose. Alors, voici pour la quatrième. Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de la salle au musée d'Orsay. Personne ne connaît les raisons de cette reconversion, ni le traumatisme qu'il vient d'éprouver. Pour survivre, cet homme n'a trouvé qu'un remède, se tourner vers la beauté. Derrière son secret, on comprendra qu'il y a un autre destin, celui d'une jeune femme, Camille, hantée par un drame. Bon, je vais me faire un peu divulgacher. Ah, c'est quatrième. En ce moment, je n'étais pas au courant du destin de la Camille en question. Donc, ben voilà, désolée si ça vous a divulgaché également. Ça m'apprendra à vous lire les quatrièmes. Donc, jusqu'à maintenant, écoutez, j'ai dépassé le petit... Ah, j'ai trouvé ma place. Oui, donc je suis rendue à la page 60. Donc, j'ai lu ceci, pardon, et il me reste ceci à lire. Donc, ben voilà. Jusqu'à maintenant que j'ai dépassé le moment, comme je vous disais, où c'était le début, on voit Antoine Duris qui est au musée d'Orsay. Il est vraiment dans sa bulle, très silencieux, repousse tout le monde qui veut entrer en contact avec lui. Peut-être à part peut-être Mathilde, la personne des ressources humaines, ce qui est un peu atypique parce que c'est pas nécessairement quelqu'un qui est très administration et tout, mais ça clade de cliquer un peu avec elle. Donc, à la fois, il a envie d'être en contact avec les gens, mais en même temps, il n'y a pas trop le goût. On sent vraiment qu'il y a quelque chose comme si c'était des émotions qu'il ne voulait pas vivre. Donc, on est vraiment maintenu dans l'ignorance. Et c'est seulement dans cette partie-là que j'étais rendue. Là, on est rendu déjà dans une deuxième partie à la page 60, dans le sens où c'est pas que c'est écrit partie 2, là, mais c'est juste que, ben oui, peut-être que oui, finalement. Mais on sent vraiment que l'intrigue s'en va ailleurs. Puis c'est sûr qu'on a toujours la belle plume de David Fuenkinos. Donc, ça me va quand même, c'est bien. Donc, je vais quand même oser sortir de mes sentiers battus. Puis ça se peut que je chante que je vais être récompensée parce que là, finalement, après avoir passé mon début qui m'avait un peu repoussée, je retrouve mes repères, je trouve ça intéressant. Même si c'est un milieu que je connais pas du tout, les arts visuels puis les beaux-arts, ben pas du tout, je connais un peu, mais en grande ligne, là, dans le fond. Donc, ben voilà. Alors, voici pour la lecture que j'ai en cours et que je compte terminer avant la fin de la journée. Donc, c'est sûr que je vais vous en parler d'ici la fin du vlog. Mais bon, je vais au moins vous la présenter avant parce qu'on est comme lundi matin très tôt. Mais bon, c'est sûr que j'aurai l'air de la finir aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas beaucoup de pages, mais je vais au moins vous mettre un petit peu en contexte.
Sinon, je vais quand même essayer aujourd'hui de peut-être lire 2 autres lectures qui me sortiraient potentiellement de ma zone de confort. On va y aller avec des graphiques parce que, pour le temps, tout simplement, mais aussi parce que ça me tentait bien d'oser. Donc, tout d'abord, j'irai avec un graphique que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Donc, on est vraiment plus dans le fantastique ici. Donc, c'était, si vous vous souvenez, dans les vlogs précédents, The Moth Keeper. Et c'est de Kay O'Neill. C'est publié en anglais chez Random House Graphics. Et on est ici dans un monde fantastique où il y a les gardiens des papillons, j'imagine, puisque les moths, c'est une sorte de papillon, il me semble. Et que, en fait, on a Anya qui va finalement accéder au statut de gardien des papillons et il va s'en suivre, bien sûr, semble-t-il, plusieurs aventures parce que tout n'est pas rose dans le monde des moths. Donc, je vous en dirai plus si je le lis, mais c'est vraiment intéressant, puis ça va se lire vite, là, c'est assez aéré à l'intérieur, donc il n'y a pas nécessairement beaucoup de texte. Donc ça me sort dans le zone de confort parce qu'on est vraiment dans le fantastique. J'aime bien le fantastique ou le fantasy, mais il faut vraiment que je sois dans le mood, puis là, on est vraiment dans un univers qui semble assez, dans le fond, des pistes sont assez traditionnelles pour du fantastique, mais des fois, je me rends compte que j'aime ça quand j'ai la 4e, puis ça me fait un peu décrocher par après. J'ai quand même l'impression que ça me prend soit quelque chose de vraiment imaginaire, mais qui n'est pas trop structuré, donc qui est plus lié à l'imaginaire de quelqu'un. Donc, je suis quand même quelqu'un d'assez cartésien finalement. Mais quand on est juste dans un monde imaginaire, ça dépend vraiment. On dirait que quand c'est complètement en dehors, puis on est vraiment dans un monde de fantasy, ça m'arrive des fois de décrocher. Donc, je vais essayer celui-ci. Voilà. Donc, The Moth Keeper. Et ensuite, je vous en ai parlé dans ce vlog-ci, mais j'ai emprunté ça à la Bibli. Puis je me suis dit, ça aussi, ça me sortirait de ma zone de confort. En fait, je pense que je vais lire le tome 1 de Colossal. Donc, je vous l'ai présenté, là, de Rutil et Diane Truc. J'avais lu déjà la 4e de couverture. On est ici dans une jeune fille qui est dans une famille bourgeoise et qui veut essayer un peu d'échapper à sa vie convenue et qui est un secret qui est qu'elle aime la musculation alors que c'est zéro accepté dans son milieu. Donc, je connais pas tout le monde de la musculation. Et ça semble être quelque chose comme une histoire qui se passe dans un monde aristocratique, mais moderne. Fait que là, on dirait que je me disais, ça me déroute un peu parce que j'aime quand c'est historique, aristocratique historique. Puis là, on était plus dans l'aristocratique moderne, avec la muscu en plus. Fait que ça m'intrigue parce que, comme je vous disais, c'est Steph de Piketty qui avait porté ça de mon attention, puis ça m'intéresse vraiment. Mais c'est pas quelque chose qui me... en fait, je suis pas dans le connu, disons. Fait qu'il y aurait peut-être celle-ci aussi que je vais lire aujourd'hui. Sinon, je vais voir comment ça va la journée, mais je voulais juste vous dire que hier, dans ma marche, je suis tombée sur un petit truc dans une boîte à livres. J'ai pas pu m'empêcher de le prendre parce qu'il était en super bon état, dans le fond. Et c'était Pierre Lemaître, donc le premier tome de son autre série qui s'appelle Les 30 Glorieuses. Donc, c'est après sa série qui s'appelle Les Enfants du désastre, qui commence par Au revoir là-haut. Si vous vous souvenez puis vous suivez bien, j'ai trouvé Au revoir là-haut, je crois, dans la librairie usagée il n'y a pas très longtemps, parce que ça fait longtemps que je me dis qu'il faudrait que je lise du Pierre Lemaître, j'en ai jamais lu. Puis celle-ci, c'est le premier tome d'un autre cycle, mais qui fait quand même un peu référence au premier. Donc, c'est sûr que là, c'est un peu un risque parce que j'ai pas encore lu la première série, mais comme c'était en boîte à livres, je me suis dit, je vais le prendre. Il est vraiment impeccable là, comme état de livre. Je vais le prendre. Si je vois que j'accroche à Au revoir là-haut puis que je lis la suite, j'enchaînerai. Si je vois que ça prend trop de temps et que je m'en sers pas, tout simplement, je vais le reglisser en boîte à livres et ça sera ça. Alors, voilà, c'était mon petit point coucou du matin pour en ce lundi ensoleillé. Puis je vous reprends dès que j'ai avancé. À tout de suite. Eh bien, bonjour. Alors, je vous reprends finalement un peu en décalé. Ma journée d'hier, ça a été une drôle de journée. Ça se poursuit encore aujourd'hui. C'est une saga personnelle, une frousse de santé qui me concerne et qui n'est pas encore conclue. Donc, j'ai finalement passé ma journée d'hier plutôt à attendre de rencontrer un médecin, ce qui n'a pas été fructueux malheureusement. Donc, la saga se poursuit aujourd'hui. C'est sûr que j'ai eu beaucoup d'attentes. Vous pouvez me dire que j'ai potentiellement eu le temps de lire. J'ai eu le temps de lire, mais c'est sûr que ma disponibilité mentale n'était pas vraiment là. Donc, j'ai terminé au moins le roman que j'étais en train de lire, c'est-à-dire le fameux et le très troublant Vers la beauté de David Fuenkinos. Donc, le fameux livre mystère que j'avais ouvert, que j'avais eu de la part de la bibliothèque. Donc, très bonne suggestion. Et ma foi, je dirais que la thématique oser sortir de ma zone de confort dans celui-là s'applique énormément. J'ai été complètement...
J'ai été flabbergastée par les parties qui se sont succédées. Donc, je vous dirais que je ne pourrais pas vraiment vous en dire beaucoup plus que ce que je vous ai dit qui est la quatrième. Parce que déjà que la quatrième, elle divulgachait un peu les choses, mais c'est un roman en 3 temps, je dirais. Donc, on va suivre évidemment Antoine Duris, le fameux homme qu'on va rencontrer, un ancien professeur aux Beaux-Arts qui va devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Donc, on va le suivre dans 3 phases. Donc, ce qu'on comprend être un peu la fuite, disons. Ensuite, la confrontation à ses problèmes. Et ensuite, la reconstruction. Bien entendu, tout n'est pas centré autour de lui. Il va y avoir également d'autres personnages satellites qui vont être vraiment bien développés. Et j'aimerais quand même mieux dire une alerte aux sensibilités parce que moi, j'étais pas au courant. Puis c'est quelque chose qui me remue beaucoup. Donc, je ne donnerai pas beaucoup d'idées du contexte, mais sachez que dans ce livre-là, il y a quand même une bonne partie qui concerne les abus de confiance et les abus sexuels avec violence. Donc, voilà. J'aime mieux le dire si certaines personnes d'entre vous sont fragiles par rapport à ça. C'est peut-être pas le meilleur opuscule de David Fuenkinos pour vous. Bien entendu, cela dit, c'est abordé avec beaucoup de sensibilité par l'auteur. J'ai retrouvé encore une fois la finesse de la plume de David Fuenkinos, sa capacité à développer les personnages par petites touches, un peu de façon impressionniste. Et justement, la structure du roman en 3 temps était vraiment intéressante. Puis, c'est sûr que je dirais que une bonne partie du 2e temps est assez remuante, donc on ne s'attend pas trop à ça en fait. Ben, on se doute qu'il y a potentiellement quelque chose qui va survenir, mais à ce point-là, pas nécessairement. Donc c'est intéressant comme lecteur, comme expérience, dans le sens où on est confronté à ce à quoi on pense s'attendre, ce qui va potentiellement arriver, qui ça va concerner, comment ça va être géré. On est également confronté à l'espèce d'apprentissage, entre guillemets, social, qui n'est pas un bon apprentissage, mais en fait, je dirais pas la culture du viol, mais ce qui est vraiment ancré dans la société, qui fait en sorte que lors d'abus sexuels, les victimes n'ont pas nécessairement, dans le fond, la capacité, en fait, de porter plainte, finalement, peu importe le contexte, parce que c'est quelque chose, bien évidemment, qui déconstruit totalement. Donc c'était aussi intéressant d'amener cette dimension-là, qui était aussi une dimension sociale, sans que ça devienne un pamphlet d'opinion. Donc, pour moi, même si ça s'appelle Vers la beauté et que, globalement, l'art est présent, l'art est un personnage, en fait, l'art est presque un ange, je dirais, une espèce d'ange gardien, une espèce de cape de bienveillance sur tout ça, mais l'ange a également potentiellement sa partie de sombre. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment surprenant. Attendez-vous pas à quelque chose de doux. Par contre, bien sûr, la plume de David Fuenkinos fait en sorte que c'est raconté de façon douce, de façon douce. Je vais l'avoir. Mais c'est ça, dans le fond, on est vraiment pas juste dans ce vers quoi semble pointer le début, qui semble être plus comme un homme en milieu de vie, en quête d'identité et qui évolue dans le milieu de l'art. Il y a ça, puis ça va par contre s'élargir dans autre chose. Donc, écoutez, ma foi, ça peut être un coup de cœur en raison du sujet pour moi parce que ça a un gros impact sur mon expérience de lecture, mais je dirais que c'est très bien fait. J'ai quand même trouvé que le début était un peu... le premier temps était comme un peu rapidement bouclé. Donc pour moi, c'est peut-être pour ça que c'était pas de toute façon un coup de cœur, mais c'est une très bonne lecture que je suis pas sûre que je vais relire, bien entendu. Donc, y est la bibliothèque parce que je suis pas sûre que je le relirais, mais je suis vraiment contente de l'avoir découvert et je suis vraiment contente de l'avoir sorti de ma zone de confort encore une fois. Et c'était pas nécessairement volontaire, je pensais que c'était juste le côté livre mystère, je me replonge, blablabla. Finalement, c'est allé beaucoup plus loin, je me suis fait prendre à mon propre jeu. Mais bon, finalement, ça a été une bonne chose. Et sinon, pour conclure tout ça dans ces lectures, évidemment, ce sera comme vous allez vous imaginer un blog un peu plus court parce que la vie, parce que les imprévus de santé et tout.
J'ai quand même eu l'opportunité de lire un des deux graphiques que je voulais lire, donc The Mud Keeper de Kay O'Neill chez Random House Graphics. Et ça, c'était, comme je vous disais, la partie qui me sortait de la zone de confort, c'était qu'on était dans un univers de fantasy et que c'est pas toujours les univers qui me parlent. Par contre, en graphique, souvent, ça va me parler si c'est un peu plus basé sur le côté humain. Donc, et dans ce cas-ci, je dirais que c'est à la lisière de fantasy fantastique, parce que dans le fond, ça reste quand même des humains là, qui sont là dans ce monde-là. Et on est dans un monde où l'esprit de la Lune, historiquement, a décidé en fait, était toujours en mode bienveillance pour la nuit, mais était un peu triste parce qu'il n'y a pas grand monde qui vit la nuit, alors qu'elle avait fait un super beau ciel étoilé et que personne ne pouvait en profiter. Et finalement, il y a des gens qui ont, par hasard, découvert qu'il y avait un monde de nuit qui se passait et ont volontairement décidé d'avoir des vies nocturnes, donc pour justement profiter de tout ça. Et un peu comme pour les remercier, l'esprit de la nuit leur a donné ce qu'ils appellent le Moon Moth, donc les papillons de nuit, les papillons de lune, disons, qui sortent évidemment, qui sont en action la nuit puis qui ne peuvent pas être là pendant la journée. Et c'est grâce à ces Moon Moths-là que ils ont un arbre, en fait, de fleurs de lune, je crois, qui est là, qui pousse. Je me souviens plus des noms, c'est pas que je crois, je sais qu'il y a un arbre, mais je sais pas c'est quoi les fleurs, je me souviens plus, puisque c'est en anglais, en plus, fait que j'essaie de faire la traduction qui est peut-être un peu trop littérale pour vous, mais bon, c'est pas grave. Donc, il y a un arbre qui est là et qui fleurit, mais qui a besoin vraiment des papillons de lune pour pouvoir être pollinisé et donc pouvoir produire les choses dont les habitants ont besoin pour survivre pendant la nuit. Dans ce village-là qui vit de nuit, il y a en effet une fonction qui s'appelle le Moth Keeper, donc le gardien des papillons de lune, et qui est une fonction très solitaire parce que c'est quelqu'un qui va être là pour justement s'assurer que les papillons de nuit puissent sortir et butiner pendant la nuit, mais qui s'assure de bien rentrer avant même les premiers rayons pour pas justement qu'ils soient atteints par la luminosité. Et c'est vraiment un rôle solitaire. Donc, c'est quelqu'un qui choisit de vivre, en fait, un peu à l'envers. Ben, pas à l'envers, parce qu'il vit de nuit, il vit avec les papillons de lune, mais il ne fait pas partie de la vie du village. Mais il fait pour le village, mais il ne fait pas partie de la vie du village. Donc, il fait cette affaire, ce sacrifice-là de vivre complètement en dehors de la société, puis il dort le jour, comme tout le monde, mais dans le fond, il ne voit pas personne quasiment, parce que c'est juste ça. Donc, on va rencontrer Anya qui est, ce qu'on comprend, une jeune fille qui est orpheline en fait, qui est arrivée dans le village un peu par hasard depuis une couple d'années et qui s'est beaucoup tenue avec justement le gardien des papillons de lune qui était là depuis un bon moment et on sent qu'elle a vécu des choses qui fait en sorte qu'elle n'est pas toujours à l'aise en société. Donc, depuis un bon moment, elle se dit qu'elle aimerait ça être utile puis elle aimerait ça pouvoir être reconnue pour quelque chose qu'elle fait pour la communauté. Donc, elle veut devenir gardien des papillons de nuit. Et on va la suivre justement dans cette histoire-là, son apprentissage, le fait qu'en fait, elle vit quelque chose à chaque fois. Autant elle trouve ça intéressant de vivre cette expérience-là, en même temps, elle a une grande crainte du noir. Donc, c'est un peu particulier d'avoir à vivre ça. Puis c'est quelqu'un qui vient pas du village de la nuit. Donc, on comprend que c'est quelqu'un qui vient du village de la journée, donc ceux qui vivent le jour. Puis elle va toujours avoir l'espèce de soif de se dire « j'aimerais ça voir ce que ça a de l'air quand c'est la journée ». Donc on va la suivre pendant son espèce de quête d'identité, c'est-à-dire qu'elle veut demeurer, faire partie du village, être là, se prouver par rapport à elle-même puis par rapport aux autres qu'elle appartient à ce cercle-là, qu'elle est utile et tout. Et évidemment, elle va rencontrer plusieurs obstacles qui sont liés entre autres au fait qu'elle n'a jamais vraiment accepter de se confronter à son passé. Donc, c'est super intéressant. J'ai vraiment aimé ça. Voyez-vous, c'était... oui, il y a des trucs qui sont plus liés. Par exemple, on a quand même là-dedans une enfant qui est plus comme apothicaire. Puis, il y a des choses qu'on peut penser qui sont un peu... On a l'intervention du surnaturel. Pas du surnaturel, mais plus comme des esprits, disons, qui sont visibles, qui vont comme aider. Fait qu'on est plus comme dans... je dirais, un imaginaire un peu spirituel. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré les dessins. J'ai vraiment beaucoup aimé les personnages. C'est un one-shot, mais j'ai vraiment adoré ça. Je vais peut-être vous montrer encore quelques planches. J'en avais montré quelques-unes, mais je ne sais pas si on peut voir. Je vais essayer de vous la montrer peut-être. Ouais. Mais ça, c'est justement un moment où on voit l'intervention d'un esprit. Donc ça, c'est Anya ici. Et puis, c'est Papillon de nuit, là.
J'ai vraiment adoré ça. Je pense qu'il a été traduit en français. Si c'est le cas, je vais mettre la vignette. Sinon, ben enfin, sinon, il n'y a pas beaucoup de texte. Là. Je veux dire, vous avez vu les plages que je vous ai montrées, il n'y a même pas de texte. Et les fois où il y en a, c'est pas très compliqué. Donc, si jamais vous voulez le lire en langue originale, je vous dirais que c'est vraiment un incontournable. Donc là, ça, voyez-vous, ça conclut bien parce que c'est un moment où, ben en fait, ça conclut bien. C'est pas que les autres fois, ça n'a pas bien conclu, là. Mais j'ai pas été trop remuée dans celui-là. Et heureusement, parce que j'avais assez de choses pour me remuer hier. J'ai pas été trop remuée par celui-là. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié l'univers. J'ai beaucoup apprécié les éléments de fantastique. Je trouve que c'était bien dosé. Il y a parfois, par contre, des petites confusions que j'ai eues. J'ai adoré les illustrations, mais c'est peut-être moi qui portais pas assez attention. Mais des fois, on dirait que je confondais Anya avec d'autres enfants qu'elle rencontrait potentiellement dans ses pérégrinations et tout. Donc, je sais pas si c'est parce que je portais pas attention ou parce qu'il y avait des fois un peu de confusion dans les illustrations. Fait que peut-être le petit minuscule bémol que j'ai, c'est par rapport à ça. Mais sinon, l'histoire est vraiment chouette. Donc, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Puis, encore une fois, ça prouve qu'il faut que je tente le coup dans certains cas pour du fantasy ou du fantastique. Parce que souvent, surtout en roman graphique, je me rends compte que c'est ça, j'y trouve vraiment mon compte habituellement comme ça. En roman, j'ai un peu plus de difficultés. Ben là, je vous dis pas, là, fantastique, style Harry Potter, évidemment, je pense pas qu'il y ait grand monde qui se sent dérouté par ça, là, mais je parle vraiment plus du fantasy du pur, avec des univers denses, des univers construits, avec plusieurs niveaux et tout. Ça, souvent, j'aimerais ça, être capable d'être interpellée par ça, mais je me sens vite dépassée par la situation. Donc, je me dis que peut-être que justement, en abordant le fantasy et le fantastique par les romans graphiques, puis en fait, le fantastique, je peux en lire facilement en roman, mais plus le fantasy par les romans graphiques, je vais dire, excusez-moi, le sommeil n'a pas été très long dans les dernières journées. Ça me permettrait peut-être justement de me rebâtir un peu comme un intérêt, une confiance. Ça reste quand même, comme je vous dis, que je reste quelqu'un de cartésien, puis ça me prend quand même des humains. Je suis comme moins, des humains presque, là. Vous avez vu que Anya, à part ses oreilles là, un peu étranges, bon, elle n'a pas l'air si bizarre que ça non plus. Bon, je sais pas, là, c'est ce que je veux dire, bon, créature magique, mais qui a quand même un petit côté un peu anthropomorphique, c'est vraiment plus lié vraiment à l'humain. On dirait que ça me rassure de me dire, ah, des repères, je vais comprendre. Puis celui-là, c'était tout doux, c'était vraiment un univers super. Je pense que pour peut-être les gens qui, justement, sont pas nécessairement habitués à des univers comme ça peut donner une bonne opportunité de se lancer. Donc, voilà, une très belle lecture pour The Mudkeeper de Kay O'Neill, c'est chez Random House Graphics. Alors voilà, ce sera donc ce qui va conclure ce vlog, ce plus bref vlog, mais vous m'excuserez dans les circonstances, j'espère que vous comprendrez. Écoutez, j'espère que vous avez quand même passé une belle semaine avec moi, ma semaine qui sort des ornières, on va dire ça comme ça, qui sort de mes ornières confortables, qui me fait tomber les œillères, disons, on va dire ça comme ça, parce que moi j'ai vraiment aimé ça, je préfère faire ça tout le temps, j'ai besoin d'un peu d'être rassurée ponctuellement, mais je sais que c'est important que je sorte de ma zone de confort, et puis là, c'était plus une opportunité ludique, puis ça m'a vraiment plu, j'ai vraiment... ça a été une semaine très enrichissante et à tous les niveaux, au niveau des lectures. Donc, vraiment, je vous le conseille. Des fois, peut-être que vous pouvez essayer de voir si vous ne pouvez pas sortir de votre zone de confort. Cela dit, je vous dirais que souvent, comme vous avez vu, que les choses pour lesquelles je suis sortie de ma zone de confort, à part le livre mystère, mais ça a donné que c'était un auteur que je connaissais. Je vous dirais peut-être de tenter le coup, si vous voulez sortir de votre zone de confort, peut-être allez-y avec au moins un élément peut-être qui est réconfortant pour vous, puis plein de nouveaux éléments que vous ne savez pas trop comment vous allez réagir par rapport à ça. Puis si c'est par exemple de changer de genre ou de changer d'auteur, mais n'hésitez pas à essayer de voir soit sur BookTube potentiellement, sur Bookstagram, dans les journaux, dans les revues et tout ça, des gens qui peut-être pourraient vous guider un peu, vous lancer des pistes, des gens quand vous lisez un peu leurs chroniques avec lesquelles vous semblez avoir des affinités peut-être littéraires, même si c'est pas dans votre genre, ça vous permet justement de voir que peut-être qu'à ce moment-là, ça serait une bonne chose de tenter celui-là pour votre sortie hors ornière, parce que c'est sûr que c'est toujours un peu un risque, c'est-à-dire que il faut savoir risquer dans la vie, vous allez me dire, mais des fois, si on veut sortir des ornières puis que ça donne que le choix qu'on fait est vraiment trop en dehors de ce qu'on a, ça se peut que si on n'est pas prêt à ça ou qu'on n'est pas quelqu'un qui attend de la lecture d'être
confronté, d'être dérouté. Ça se peut que pour vous, ça fasse une mauvaise expérience puis que vous ne vouliez plus jamais sortir de vos ornières. En tout cas, si, disons, vous avez un tempérament anxieux un peu comme le mien. Donc, je vous donne ce truc-là d'essayer de vous trouver peut-être, on sort des ornières, mais je me garde un truc que ça, je sais que je crois vraiment que ça va me plaire et tout. Puis vous allez voir, ça permet vraiment de découvrir plein de nouvelles plumes, plein de nouveaux horizons, puis des fois, vraiment de vous laisser porter, puis comme justement, là, The Mud Keeper, pour moi, ça a été vraiment une belle conclusion doudou à cette semaine-là. Puis je m'attendais pas nécessairement à ça, je m'attendais un peu à me faire bousculer le cerveau, puis finalement, c'est pas ça qui s'est passé, mais c'était quand même pas quelque chose qui était dans ma table, mais voyez-vous, je me suis fiée plus sur la prémisse puis les illustrations, puis après ça, je me suis dit, bon, ben, on va y aller et tout. Donc, ben voilà, j'espère que vous saurez vous aussi des fois sortir des ornières. N'hésitez pas à me dire en commentaire si récemment vous avez justement fait une lecture qui était hors des ornières et qui finalement vous a plu un peu par surprise. Ça me ferait plaisir de voir ce que vous avez découvert comme ça au hasard. Puis ben, sinon, si ça vous plaît, évidemment, un peu de soutien toujours apprécié, un petit pouce en l'air, les abonnements et des partages sur les réseaux sociaux, bien entendu. Puis d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite de superbes lectures. Puis on se dit à la prochaine.